Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour ce dernier journal de la semaine sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 22 mai 2020 et tout de suite les titres. Une ville séparée par une frontière, Saint-Gingolph, à cheval entre la France et la Suisse, fait figure d'exception en matière de déplacement. Vous le savez, la frontière franco-suisse est fermée pour le loisir et pourtant, les habitants de Saint-Gingolph peuvent la franchir pour faire leurs courses, par exemple. L'événement assis paysage est bien maintenu. Début juillet, 19 œuvres trôneront dans la cité annécienne, mais pour l'instant, l'heure est aux préparatifs. Sébastien Germain y consacre un reportage dans cette édition. Vous avez peut-être remarqué un épais panache de fumée ce jeudi dans le ciel annécien. Il s'agissait d'un incendie dans la zone industrielle de Vauvray. Le feu s'est déclaré aux alentours de 17 h dans l'enceinte de la société Trigenium, spécialisée dans le traitement des déchets. D'importants moyens ont été déployés sur place pour éteindre les flammes. Un sapeur-pompier a été légèrement blessé, mais aucune victime n'est à déplorer. Le maire d'Annecy a annoncé qu'une enquête sera ouverte pour connaître les circonstances exactes de cet incendie. Le 16 mars dernier, la frontière entre la France et la Suisse a été fermée. Malgré cette interdiction stricte, les deux villages de Saint-Gingolph en France et en Suisse ont cependant conservé leurs particularités. Munis d'un justificatif de résidence, les habitants valaisans ont pu passer la frontière pour réaliser quelques courses sur le territoire français. Un statut unique pour que Saint-Gingolph reste une ville unie. Reportage de Jean-Paul Crespi. Le village de Saint-Gingolph a cette particularité d'être coupé en son centre par la frontière franco-suisse. Une frontière matérialisée par la rivière la Morge. Le 16 mars dernier, cette frontière s'est fermée et le tourisme suisse d'achat en France interdit. Malgré cette interdiction stricte, les deux villages de Saint-Gingolph, France et Suisse, ont cependant conservé leurs particularités. Munis d'un justificatif de résidence, les habitants valaisans ont pu passer la frontière pour réaliser quelques courses dans la partie française. Un statut unique pour que Saint-Gingolph reste uni. Il y a un épisode tout à fait semblable qui est l'épisode des barrières pendant la peste, la grande peste en Europe, où il y avait un risque de contagion et où le village a aussi été coupé en deux et a aussi vécu malgré la pandémie. Donc voilà, il y a eu cette grande peste, aujourd'hui le coronavirus, demain peut-être d'autres épisodes où le village devra rester ensemble. Le fait qu'on puisse continuer à traverser la frontière pour les différents services qui sont importants pour les habitants côté suisse, c'est qu'il n'y a pas de frontière ici. Ce statut si spécifique accordé par le préfet de Haute-Savoie et négocié par le consulat de France à Genève soulage toujours les habitants valaisans. Sur leur territoire communal, aucune épicerie, aucune boulangerie, aucun commerce ni pharmacie. C'était une logique historique et un coup de main effectivement dans un moment difficile. Oui. C'est là où on peut dire qu'on se rencontre dans les moments difficiles. Les Gingolais ils se serrent les coudes et cette solidarité donc fonctionne. Cette main tendue dans ce village binational rappelle ainsi aux administrations nationales et fédérales que ce territoire doit rester uni pour affronter l'adversité. Le 15 juin prochain, la frontière franco-suisse devrait être ouverte, libérant les habitants de toutes les contraintes. À ce jour, seuls les frontaliers franchissent le poste frontière de Saint-Gingolph, un poste frontière toujours placé sous haute surveillance. Juin 2020 ou janvier 2021, le gouvernement a tranché. Édouard Philippe a annoncé ce vendredi la tenue du second tour des élections municipales le 28 juin prochain. Second tour qui pourrait être annulé si la situation sanitaire ne le permettait pas. Je vous propose de regarder un extrait de l'allocution du Premier ministre. Après avoir pesé le pour et le contre, nous pensons que la vie démocratique, elle aussi, doit reprendre tous ses droits. C'est pourquoi, le 27 mai prochain, nous présenterons au président de la République un décret qui appellera les électeurs à se rendre aux urnes pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain. Les électeurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française seront également convoqués à cette même date pour le second tour des élections municipales.
Ce ne sera pas un second tour comme avant, si j'ose dire. Avec les maires qui organisent le scrutin, avec les candidats et leurs équipes de campagne, nous avons la double responsabilité d'assurer à la fois la sécurité de ceux qui participent au processus électoral et la sincérité du scrutin. Comme nous l'avions déjà fait pour le premier tour, le ministre de l'Intérieur va engager, dès la semaine prochaine, la concertation avec les maires de France pour organiser en toute sûreté les opérations électorales proprement dites, en suivant précisément les recommandations du Conseil scientifique. Second tour donc le 28 juin et dans des conditions, vous vous en doutez, particulières. Pas de serrage de main sur les marchés, ni de salles de meeting. Bref, pas de campagne physique et des règles sanitaires à mettre en œuvre. Sébastien Germain a contacté Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie. On écoute sa réaction. Moi, je prends acte de cette décision du gouvernement qui fait suite à la loi du 23 mars. Il fallait que le gouvernement ait entre les mains l'avis du comité scientifique pour prendre cette décision. C'est forcément un choix difficile parce que les doutes de la part des élus, de la part des habitants sont encore nombreux. Mais ma foi, le choix fait par le gouvernement est un choix qui fait que la démocratie doit reprendre ses droits. Et maintenant, il faut que cette séquence des élections municipales se termine et qu'on puisse avoir dans les 35 000 communes de France et dans toutes les intercommunalités de nouveaux élus qui puissent affronter ce mandat et les défis importants qui seront devant eux. Alors le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur l'ont rappelé, ce deuxième tour aura lieu si et seulement si la situation sanitaire le permet. Ce sera forcément une campagne différente, une campagne électorale un peu différente, un peu particulière. Alors il y aura évidemment cet avis à mi-période, dans 15 jours du Conseil scientifique, nouvel avis pour dire si ces élections municipales peuvent effectivement avoir lieu le 28 juin. Et évidemment ce second tour sera très différent d'un second tour habituel. D'abord parce que les candidats bénéficieront de plus de temps, d'une part, mais qu'en même temps, d'autre part, on ne pourront pas faire campagne comme on le fait habituellement, avec des restrictions en termes de réunions publiques. Et puis, cette question du jour du vote, où il faut que les électeurs puissent venir voter en toute sécurité sanitaire. Et c'est ça mon sujet, finalement. Le droit de vote est un droit important, c'est une liberté publique. Et il faut que tous les Français qui décident de s'exprimer puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça que la question de l'assouplissement des procurations est quelque chose, à mes yeux, qui est très important. Est-ce que vous ne craignez pas, comme certains candidats donc à ce deuxième tour, une abstention qui sera aussi élevée, alors peut-être pas aussi élevée que lors du premier tour, mais on risque d'avoir encore une abstention, sachant que l'on est toujours dans un risque d'état d'urgence sanitaire? Bien sûr que je crains ce risque de l'abstention importante. On sera au tout début de l'été, presque au début des vacances. Un certain nombre de gens vont commencer à partir. En même temps, je pense que les Français ont pris l'habitude de porter le masque, d'avoir des précautions d'hygiène qui n'étaient pas du tout en vigueur dans notre pays au 15 mars. Voilà, il faut vraiment que, je vous le redis, que les Français qui veulent venir voter puissent le faire. Dernière chose, est-ce que ces élections, ce deuxième tour, aura une vraie valeur, selon vous, sachant le contexte? Mais le premier tour a une valeur comme le second tour. On est toujours le fruit d'un contexte et évidemment, sur ces élections municipales, il y aura toujours ce doute des conditions dans lesquelles le premier tour et le deuxième tour sont organisés. Mais si vous reportez cette date au mois de septembre ou au mois de janvier ou mars l'année prochaine, quelle garantie avons-nous d'avoir de meilleures conditions d'organisation de ces élections? Moi, je pense que les collectivités locales, et en particulier en Haute-Savoie, ont besoin d'avoir des assemblées délibérantes renouvelées. Elles l'ont été très largement déjà au premier tour. Il manque quelques communes. Ces communes, il faut qu'elles puissent élire leur conseil municipal. Réaction aussi du côté des maires à Chambéry. Michel Dantin, l'édile de la commune, n'est pas partisan de cette date du 28 juin. Je vous propose de l'écouter. Je crois que la période que nous venons de vivre nous a montré la fragilité de nos systèmes. Et je pense que la campagne du deuxième tour et ce qui est à envisager pour après n'a plus rien à voir avec ce qu'était l'avant le 15 mars. Ce 28 juin, c'est une bonne date pour vous ? Moi, je n'étais pas sur ce choix-là. Moi, j'étais favorable à un report à l'automne parce que je pense que nous sommes encore dans la gestion de la crise. La remise en route est beaucoup plus compliquée que la mise à l'arrêt. Et je constate autour de moi que nos concitoyens ont bien d'autres préoccupations
que les préoccupations du second tour des municipales. Donc je ne suis pas sûr que ce deuxième tour soit complètement serein. En tout cas, j'espère que le corps électoral qui se manifestera sera représentatif pour donner une légitimité à ceux qui seront élus. C'est une drôle de campagne finalement qui s'annonce puisqu'il n'y aura pas de campagne sur le terrain mais uniquement dans les médias. Est-ce une campagne ? Dès lors qu'on ne peut pas aller au contact des gens. Les médias, la presse, Internet, vous, tout ça est parfait. Mais ça ne remplace pas le contact en bugne à bugne, regarder quelqu'un droit dans les yeux et échanger avec lui. Or, le propre d'une campagne, c'est ça, c'est la relation humaine, c'est la confiance qui se noue ou qui se dénoue entre des hommes et des femmes dans un climat de divergence, de complicité, d'indifférence, peu importe. Mais c'est une relation humaine très forte, une campagne. Et au second tour de ces élections municipales, Michel Dantin, que vous venez d'entendre, sera opposé à Thierry Repentin et Aurélie Lemeur. Pour Saint-Gervais, pas de deuxième tour. Jean-Marc Peyex a remporté le premier tour de ces élections municipales avec 77,62% des voix. Le conseil municipal de la commune s'installera ce dimanche 24 mai à 9h à l'espace Mont-Blanc. Cette installation sera suivie d'un dépôt de gerbes au monument aux morts. Vous le savez, les restaurants et les cafés restent malheureusement fermés. Ils devraient pouvoir rouvrir le 2 juin prochain, bien évidemment si la situation sanitaire le permet. En Savoie, l'un des départements les plus touchés économiquement par le confinement, l'État se dit au chevet des professionnels. On fait le point avec Louis Logier, préfet de la Savoie, au micro de Fanette de Buisson. Et dans le cadre de la vie économique dans le département, qui est un département touristique, une des inquiétudes était de savoir quelle allait être la date pour l'ouverture des bars et des restaurants. Ce qui se profile, mais qui sera confirmé le 25 mai, c'est que les départements qui sont colorés en vert, comme c'est notre cas à nous, pourraient réouvrir leur commerce, leurs bars et restaurants, le 2 juin. Donc ça, c'est un objectif qui mérite d'être confirmé en fonction de la condition sanitaire. Donc je reviens à ces conditions de respect des règles sanitaires. Si tout va bien, eh bien, nous avons aussi des outils qui ont été mis en place par le gouvernement, puisqu'il y a un comité interministériel sur le tourisme, consacré au tourisme, le 14 mai. Avec les mesures qui sont annoncées, en gros, mobilise 18 milliards d'euros sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est à travers cela de rééquiper certaines entreprises en fonds propres, également d'assurer des trésoreries, un appui sur les trésoreries, donc par exemple avec des prêts garantis de l'État dans des conditions différentes de celles qu'on a pour les autres entreprises, des exonérations pour des cotisations sociales, donc au lieu d'avoir un report, une exonération, un fonds de solidarité qui est modulé à la hausse également, et tout cela va donner de tout un secteur qui est quand même très touché par cet arrêt brutal en pleine saison, et puis à un moment ou à un autre, le fait d'être complètement fermé. Parce qu'au moment où nous parlons, tous les commerces sont réouverts, sauf ceux-là, à l'exception de ceux qui font de la vente à emporter, qui dans certains cas d'ailleurs arrivent à assurer quand même un minimum de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est tout le travail qui va être mené maintenant en direction du tourisme. On sait que tous les dispositifs qui ont été mobilisés aujourd'hui en Savoie représentent beaucoup de fonds qui ont été déjà déposés sur le territoire de Savoyard. À titre d'exemple, si on cumule l'activité partielle et le fonds de solidarité, on doit être quasiment 90 millions d'euros déjà d'aides directes injectées. Le prêt garanti de l'État dans le département, c'est au moment où nous parlons 380 millions d'euros déjà octroyés. Il y a encore une vingtaine de millions qui sont en train d'être étudiés. Vous avez des reports de cotisations sociales de 34 millions d'euros et plus de 10 millions de reports de cotisations fiscales. Donc tout ça, en fait, il faut se rappeler que tout ça s'est fait dans un laps de temps extrêmement réduit. Et ça vient un petit peu, bloquer les effets de la crise que nous rencontrons. Voilà, l'objectif, c'est encore une fois de passer un cap difficile. Et puis, tout ça, ça ne serait rien s'il n'y a pas un travail à côté pour relancer les chantiers, relancer les donneurs d'ordre, faciliter les autorisations administratives, s'assurer que les instructions ne sont pas bloquées, s'assurer que les porteurs de projets sont encore mobilisés. Et on voit, par exemple, dans le BTP, qu'une grosse partie des chantiers, maintenant, a redémarré. Pas forcément dans la même ampleur, mais a redémarré. Donc tout ça sont quand même des signaux positifs. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore en crise, moi je le dis à chaque fois, et qu'on ne mesure pas encore exactement
je pense, les effets, les dommages collatéraux que l'on pourrait retrouver ici ou là sur certaines entreprises. De nouvelles plages ouvrent en Savoie et ça c'est une bonne nouvelle. Il s'agit de la plage du Rolling et du Mémar à Aix-les-Bains, la plage de la Pointe de l'Ardre à Brisson-Saint-Innocent et la plage du Châtillon à Chindrieux ouvre elle aussi. La baignade reste interdite, de même que les rassemblements de plus de 10 personnes. Vous connaissez maintenant les consignes. Des contrôles seront effectués afin de veiller au respect des mesures barrières. La Haute-Savoie est de nouveau placée en vigilance sécheresse. Si la saison hivernale a permis un retour à la normale des cours d'eau et des nappes du département, elle n'a en revanche pas permis l'accumulation de stocks d'eau. Il est donc depuis ce mercredi 20 mai conseillé d'éviter de laver sa voiture, d'arroser les espaces verts et les stades en pleine journée ou encore de remplir des piscines. C'est l'histoire maintenant d'une petite entreprise basée à La Roche-sur-Foron qui a vu son activité complètement bouleversée avec cette crise sanitaire. Alpa Berto fabrique des contenants en plastique pour différents clients, mais aujourd'hui l'essentiel de leur production est tourné vers les flacons de gel hydroalcoolique. L'entreprise a dû adapter ses machines et embaucher du personnel pour faire face à la demande. Reportage de Jean-Paul Crespi. En quelques jours, les entreprises Alpa Berto a dû se réinventer. Oublier entre autres productions les flacons en PET pour les services aéronautiques et les magasins de bricolage. Spécialisés dans la conception et la fabrication de flacons, bouteilles, squeezers et bidons d'une capacité de 75 ml à 5 litres, les lignes de production se sont rapidement réorganisées pour répondre à une demande de première urgence. Fournir dans les délais les plus brefs des bouteilles pour le gel hydroalcoolique, le savon et les produits désinfectants. On n'a jamais stoppé, ça a été difficile avec pas mal de collaborateurs qui n'étaient pas présents, mais quelque part on n'a jamais stoppé, on n'a jamais eu une activité aussi forte que ce qu'on a actuellement, et tout ça par rapport à ces besoins de contenants pour les produits de première nécessité. Avant la crise sanitaire, l'entreprise produisait 60 millions de bouteilles par an. Aujourd'hui, ses ventes ont augmenté de 50%. Un changement d'échelle, un bouleversement des habitudes quotidiennes. Ça veut dire que déjà vous avez moins de personnel. Vous avez 6 à 8 personnes de moins. Ça veut dire que vous devez tout de suite réapprovisionner des choses différentes que vous n'avez pas l'habitude d'approvisionner. Ça veut dire que vos lignes, elles doivent être dédiées. Ça veut dire qu'il faut optimiser en sachant que vous avez affaire à des volumes qui sont très importants. Donc vous devez faire en sorte que l'outil de production soit optimisé pour produire au maximum. Donc quelque part, on sait qu'on est dans une situation vraiment exceptionnelle. Donc vous ne pourrez pas faire comme vous faites habituellement. Donc il a fallu quelque part arbitrer, il a fallu aussi donner certaines priorités. Et ça a été dur, mais d'un autre côté, il n'y a pas eu vraiment le choix dans le cas où on est, avec des demandes qui étaient quand même très précises. Je dirais solidaire. Dans la période où on est, c'est le meilleur remède. Elle est solidaire parce qu'elle est citoyenne vis-à-vis de ses clients. Elle est reconnaissante vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses collaborateurs. Et elle est solidaire aussi vis-à-vis du rôle qu'elle a joué en fournissant des emballages qui sont nécessaires vis-à-vis de l'ensemble des personnes qui doivent bouger, qui doivent se protéger. C'est dans ce sens-là que je l'entends solidaire. À ce jour, l'entreprise s'est renforcée par l'embauche de 10 salariés, soit un tiers de collaborateurs supplémentaires. Car l'entreprise doit produire pour absorber les demandes qui ne cessent de remplir jour après jour son carnet de commandes. Une situation qui devrait se prolonger dans le temps, car Alpa Berto a désormais démontré plus qu'un savoir-faire en répondant à l'urgence tout en préservant son identité d'entreprise familiale. La distribution de masques continue par la ville d'Annecy. À noter que 6 centres restent ouverts et je vous les donne tout de suite. Le gymnase des Teppes, la salle Eugène Verdun à Bonlieu, le gymnase des Pommaries, l'hôtel de ville de Sénaux, la salle Jean Moulin et la Turbine à Grand-Chevrier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville www.annecy.fr. Alors que la très grande majorité des événements festifs, culturels ou encore sportifs prévus cet été sont annulés ou reportés, Annecy Paysage aura bien lieu dans une formule certes légèrement modifiée. 19 œuvres seront installées dans la ville d'Annecy. Les préparatifs ont d'ailleurs débuté cette semaine, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage signé Sébastien Germain. Ciboulette, basilic, chou ou encore courge,
la liste des plantes aromatiques et comestibles de la place au vert est loin d'être exhaustive. Au total, une centaine de variétés sera disponible à la cueillette sur cette œuvre végétale artistique qui sera reconduite pour Annecy Paysages 2020. Le collectif Cultures Urbaines, déjà présent l'an dernier et à l'origine de ces jardins comestibles, avait fait le déplacement à Annecy cette semaine pour les premières plantations. On redécouvre qu'il y a une diversité énorme dans le comestible, et alors qu'avant on avait nos tomates basiques du Super U et un basilic, et en fait on découvre qu'il y a une diversité énorme, et c'est ça qui intéresse les gens, c'est de se dire que sur le basilic par exemple, là nous on a 20 variétés différentes, et donc c'est 20 goûts différents, 20 odeurs différentes, et en termes de cuisine, vu que la cuisine aussi en ce moment ça se développe vachement, et c'est des opportunités de faire des nouvelles recettes, des choses nouvelles, quoi. En cette période exceptionnelle, le confinement imposé à tous, ayant mis au goût du jour le recours à la terre et une certaine forme d'autosuffisance alimentaire, ce type d'infrastructure en plein centre-ville prend encore plus de sens. Les besoins nourriciers, c'est nos premiers besoins, les besoins vitaux. Et on a eu aussi, on a vu des files d'attente devant les magasins dès l'annonce du confinement. Donc il y a aussi cette volonté de revenir à des jardins vivriers, à ce besoin aussi pendant le confinement de cultiver son propre jardin. Donc on a vu que beaucoup de gens se sont remis au jardinage et que tous les jardins sont propres et productifs aujourd'hui. Et on se rend compte aussi qu'on a aussi envie maintenant que le confinement est passé, de réessayer de créer du lien social. Et en tout cas, ces jardins en ville participent à ça. Pour Bonlieu Scène Nationale, organisateur d'Annecy Paysages, le maintien du festival était devenu au fil des semaines une vraie nécessité. Je crois que c'est une nécessité collective dans la mesure où le festival d'Annecy Paysages ne suppose pas des rassemblements de foule immenses et que donc il est jouable dans les conditions sanitaires qui sont celles que nous devons respecter. Je crois qu'il aurait été idiot de ne pas saisir cette occasion de première sortie dans Annecy pour ne pas faire le festival. Et je crois qu'il s'impose peut-être même plus que jamais, parce que je pense que la population a envie de retrouver une liberté du mouvement, a envie de retrouver un rapport à la balade, à la nature, et on est au cœur des problématiques du festival. Annecy Paysages 2020 aura donc bien lieu dans une version modifiée avec 22 œuvres disséminées dans la ville. À début des festivités, le 2 juillet prochain. Et Camille vient de me rejoindre sur le plateau pour son traditionnel agenda. Alors je suis sûre que tu nous as prévu plein de belles choses à découvrir ou redécouvrir d'ailleurs. Oui, salut Clémence, enchantée de te retrouver sur ce plateau. Très contente. Effectivement, on va parler de pas mal de petites choses et notamment des réouvertures de lieux culturels, etc. À commencer par une petite exposition à Alby-sur-Chéran, exposition qui s'appelle Ressemblance. C'est l'association Le Bazar Naum qui présente donc les gravures d'une quinzaine d'artistes. C'est ouvert du samedi au lundi, donc ce week-end, à la chapelle Saint-Maurice d'Alby-sur-Chéran de 11h à 18h30. L'entrée est libre, gratuite. Évidemment, les mesures de sécurité seront mises en place et vous retrouvez toutes les informations sur le site de la mairie d'Alby-sur-Chéran et sur le Facebook Le Bazar Naum. Encore une expo dans ta liste. Oui, avec l'exposition Lumière, le cinéma inventé donc, du Palais Lumière d'Évian qui a réouvert ses portes le 11 mai dernier. J'en parle aujourd'hui puisque depuis hier, les horaires habituels ont repris. Je les rappelle, donc c'est tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi et le mardi où c'est uniquement l'après-midi de 14h à 18h. L'accès au palais est limité à 50 personnes. Il y a un cheminement qui est mis en place. Les visiteurs doivent obligatoirement porter un masque, donc pensez-y. Des gels hydroalcooliques sont prévus à l'accueil et en boutique. Et l'exposition est prolongée jusqu'au 3 janvier. Elle avait commencé un petit peu avant le confinement. Voilà, pour les tarifs, 10 € pour les adultes. C'est gratuit pour les moins de 16 ans. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site de la ville d'Évian. Ça sent la réouverture du côté de l'espace d'art, le Point Commun. Oui, voilà cet espace d'art, le Point Commun, qui est donc à Annecy, qui va également réouvrir ses portes à compter du mardi 26 mai. On est d'ailleurs en liaison Skype avec Justine Roch, qui est la coordinatrice. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez décidé de nous permettre de revenir sur rendez-vous à partir de mardi. Comment ça va se passer concrètement ? Voilà, tout à fait. Donc, on va réouvrir aux horaires habituels d'ouverture, donc du mardi au samedi, enfin, du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, mais par contre uniquement sur rendez-vous. Donc, pour prendre les rendez-vous, je ne sais pas si je vais oui, allez-y. les coordonner maintenant. Donc, voilà, ça peut se faire par mail
à contact@lepointcommun.eu ou par téléphone, que je dis maintenant aussi. Oui, bien sûr. Alors, on a un numéro en plus exprès pour les réservations que je vais vous dire tout de suite. Donc, au 06 42 71 06 45. Donc voilà, l'accès, l'ouverture se fera 5 personnes maximum, si jamais il y a des groupes qui sont intéressés, puisque c'est pas non plus un espace qui est très très grand, donc il faut laisser les espaces, les intervalles assez signifiants quand même. Et puis il y aura donc le port du masque qui sera obligatoire, donc il faut venir avec son masque, et sinon du gel sera fourni à l'entrée et à la sortie du lieu. Voilà. Le point commun, brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir, qu'est-ce qu'on peut y voir? Est-ce qu'il y a des expositions en cours? Oui, tout à fait. Donc là, il y a une exposition en cours en ce moment. Sinon, le point commun, c'est un lieu d'espace d'art qui est situé au nord d'Annecy, à Crangeuvrier, à côté du théâtre Renoir. Donc, on présente 5 expositions dans l'année. Dont 4 qui sont monographiques et une collective. Donc en ce moment, c'est l'exposition collective, donc qui a démarré déjà depuis un petit moment, mais avec tout ce qui s'est passé, qu'on a prolongé jusqu'au 26 juin finalement. Donc c'est une exposition qui réunit des artistes plasticiens, écrivains, chorégraphes et musiciens. Donc c'est assez atypique comme exposition. Et c'est autour du détournement et de la réappropriation de l'écriture. D'accord. Donc qu'elle soit tirée de noms de groupes de rock, de publicité ou de données Internet. Enfin, de toute écriture, en tout cas, qu'on pourrait appeler anonyme ou même parfois pauvre. En tout cas, des écritures qui sont pensées comme en dehors du spectre littéraire. Voilà. Donc plein de belles choses du coup à venir découvrir à partir donc de mardi. Voilà, de mardi prochain, tout à fait. Ouais. Super, et merci beaucoup Justine d'avoir été avec nous. Évidemment, si vous voulez plus d'informations, on peut les retrouver donc sur votre page Facebook, Point Commun 74. Merci beaucoup Justine. Merci à vous. Au revoir. À Sevrier aussi, un musée ouvre bientôt ses portes. Je ne me trompe pas. Hein. Il a réouvert. Il a réouvert déjà. 18 mai, c'est le musée Paccard qui est donc à Sevrier, qui propose des visites guidées, des ateliers de la fonderie de cloches. Il y en a eu donc hier puisque c'était férié. Il y en a également samedi donc entre 10h et midi et entre 14h30 et 18h, et dimanche après-midi entre 14h30 et 18h. Au niveau des tarifs, la visite du musée et de la fonderie, il faut compter 12 € pour les adultes, 8 € pour les enfants. Et c'est environ 1h30 de visite. Et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Et vous retrouvez toutes les infos sur musée-paccard.com. Allez, on parle de livres, un peu de lecture aussi maintenant. Voilà, si on n'a pas assez lu pendant le confinement, on peut encore aller lire. On ne lit jamais assez. Voilà. Ça a réouvert cet après-midi. Donc c'est le Manoir des Livres à Lucinge, près d'Annemasse. La bibliothèque patrimoniale qui est dédiée aux livres d'artistes. Vous y trouverez également une exposition d'ouvrages de Michel Butor, qui est un écrivain voyageur jusqu'à octobre. Le port du masque est fortement conseillé. Un sens de visite a également été établi et un nombre maximal des visiteurs est défini. On peut faire la demande d'une visite guidée si on le souhaite. C'est ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h et tous les premiers dimanches du mois. Au niveau des tarifs, 4 € pour les adultes et 2 € en plus si on veut faire la visite guidée. Et vous retrouvez les infos sur archipel-butor.fr. Alors maintenant, si on veut prendre un grand bol d'air frais, qu'est-ce que tu nous proposes, puisqu'il fait beau dimanche? Voilà, eh bien on peut retourner au Jardin de l'eau du Pré-Curieux, c'est du côté d'Évian, ça a réouvert également hier. L'idée c'est de pouvoir embarquer à bord d'un bateau électrosolaire qui s'appelle l'Agrillon et découvrir avec un guide le parc boisé en bord de lac. Les départs se font depuis le ponton du Casino du mercredi au dimanche à 10h, 13h45 et 15h30 jusqu'à fin juin. L'ouverture quotidienne reprendra a priori cet été si les conditions, encore une fois, le permettent. Le port du masque est également obligatoire depuis l'embarquement jusqu'à la fin de la visite guidée. Et les renseignements se trouvent à l'Office de tourisme d'Évian et la billetterie est en face du casino sur la promenade.
Et puis tu nous proposes une petite randonnée, Camille, puisqu'on sait que tu adores ça, la randonnée, et que nous aussi. Et ben voilà, on aime bien la randonnée. Et du coup, je vous propose une randonnée qui est plutôt moyenne, voire facile, en Haute-Savoie. Cette semaine, c'est l'arête de Taillefer, au départ de Douin. Donc vous pouvez vous garer à l'église de Douin, longer la piste cyclable jusqu'au petit pont avant le tunnel. Si vous connaissez bien la piste cyclable, vous devriez voir de quoi je parle. Le chemin est bien indiqué. Vous verrez, entre autres, un beau point de vue, évidemment, sur le lac d'Annecy et sur le château de Douin. Les chemins sont ombragés, donc c'est assez agréable quand il fait justement un petit peu chaud. La boucle fait 7 km, on a un dénivelé de 440 mètres, donc ce qui reste assez facile, entre guillemets, dans le coin. Et pour les conseils, pensez bien à prendre toujours une gourde avec vous, une trousse de secours, on n'est jamais trop prudent, et également à vérifier les tiques, puisque c'est un peu la saison, donc on fait attention quand on rentre de rando. Et vous retrouvez évidemment tout l'itinéraire détaillé sur le site visorando.com. Merci beaucoup Camille pour toutes ces belles idées. Clémence. On mettra tout ça en pratique ce week-end, je l'espère. C'est déjà la fin de ce journal. Rendez-vous dès lundi pour une nouvelle édition en compagnie de Fanette Debuisson. Je vous souhaite bien évidemment un très très bon week-end et surtout prenez soin de vous.